8h30 Sud Radio. Parlons vrai avec mon invité politique ce matin, Guillaume Carayon, vice-président délégué de l'UDR, l'Union des droites pour la République. C'est la formation politique d'Éric Ciotti. Guillaume Carayon, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Emmanuel Macron a donc annoncé hier soir que la France reconnaîtra l'État de Palestine en septembre prochain. Vous vous félicitez de cette annonce ? Ouais, c'est une déclaration qui est paradoxale parce que le président de la République contredit Emmanuel Macron d'il y a 3 mois qui disait on conditionne la reconnaissance de l'État de Palestine à la libération des otages. Il y en a encore 50 qui sont détenus par le Hamas et puis évidemment l'éradication du Hamas, qui est, je pense pas, une hypothèse à court terme viable. La réalité, c'est que c'est une décision qui est précipitée. La réalité, c'est que c'est du symbole. Et quand il y a des vies humaines qui sont en jeu, les symboles comptent assez peu. Il a posé quand même un certain nombre de conditions, notamment sur la démilitarisation du Hamas, un cessez-le-feu. Il a posé des conditions pour d'ici septembre. Moi, j'ai le sentiment que la parole du président de la République est délégitimée. Elle a plus vraiment de valeur et je pense qu'elle n'a pas de valeur aujourd'hui au Proche-Orient. La réalité, c'est que la voix de la France, elle devrait être plus forte pour obtenir à la fois la libération de tous les otages, à la fois l'éradication du Hamas et de l'autre côté, la protection des vies civiles palestiniennes. Moi, je suis très étonné de voir que même dans mon camp, il y a peu de voix qui s'élèvent pour dénoncer ce qui est en train de se passer à Gaza. Vous avez une voix assez singulière, c'est vrai, à droite. Depuis 1 mois, il y a 1000 personnes à Gaza qui sont mortes en tentant d'accéder à de la nourriture ou à des produits de première nécessité, des produits médicamenteux notamment. Donc on peut pas aujourd'hui rester mutique, rester silencieux quand il y a chaque jour des enfants, quand il y a des femmes, quand il y a des hommes qui meurent à Gaza et que Gaza est en train de devenir un cimetière à ciel ouvert. C'est pas du tout la même position d'ailleurs que votre patron, Éric Ciotti, qui est sur une toute autre ligne, mais vous assumez. Moi, je crois qu'on peut être pro-Israël, mais condamner l'attitude d'Israël aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a des violations du droit international qui sont manifestes. Israël doit aujourd'hui, évidemment, riposter à ce qui s'est passé le 7 octobre, parce que c'était une attaque terroriste, et il faut le dire, il faut le répéter, et c'est ce qui nous singularise par rapport à la voix de la gauche française. Mais en même temps, ça n'autorise pas tout. Il n'y a jamais de soutien inconditionnel à une riposte militaire. Évidemment que l'objectif doit rester dans des proportions qui sont normales. L'éradication du Hamas, le fait de détruire cette organisation terroriste et le fait de libérer tous les otages, parce qu'il y en a encore qui sont captifs. Mais la réalité, c'est qu'on doit avoir une parole de paix et qu'on doit exiger que les garanties du droit international soient respectées. Quand le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dit que la décision de la France encourage la terreur, qu'est-ce que ça vous inspire ? La réalité, c'est que Emmanuel Macron accorde une forme il accorde en tout cas Emmanuel Macron une forme de légitimité institutionnelle au Hamas, parce que c'est le Hamas aujourd'hui qui contrôle la zone à Gaza. Donc je pense, pour cette raison-là, que la décision du président de la République est précipitée. Mais ça reste l'ambition. Même s'il s'adresse à Mahmoud Abbas et à l'autorité palestinienne, en l'occurrence pas au Hamas, qui s'est félicité par contre de cette décision d'Emmanuel Macron, pas positive. Oui, mais la réalité de la zone, c'est que c'est le Hamas qui contrôle la situation aujourd'hui à Gaza. Moi, je crois que l'ambition, ça doit être la solution à 2 États. Ça doit être la reconnaissance effectivement de l'État palestinien, mais je considère que cette décision elle est précipitée en ce que toutes les garanties qui étaient encore une fois développées par Emmanuel Macron il y a 3 mois sont pas encore assurées. Colère également des États-Unis et puis en France, le CRIF qui dit quoi ? Qui dit cette reconnaissance prématurée de l'État palestinien galvanisera LFI qui a fait de Gaza un slogan électoral et tous les agitateurs antisémites qui dévoient la cause palestinienne pour justifier de s'en prendre aux Français juifs. Est-ce que c'est une victoire pour la France insoumise offerte par Emmanuel Macron ? Ce qui est très clair, c'est que la France insoumise, depuis le 7 octobre, a un comportement qui est insupportable, qui est inacceptable. Ils ont eu un mal fou à dire que les attaques du 7 octobre étaient des attaques terroristes. Ils ont flirté avec la ligne. Et ils ont flirté en quelque sorte avec l'antisémitisme. Et ils ont, je pense, soufflé sur les braises de ce poison qui a existé en France et qui ressurgit. Les attaques antisémites, les actes antisémites ont explosé depuis le 7 octobre. Et il y a évidemment des formations politiques, et en premier lieu la France insoumise, qui en sont responsables. C'est une victoire pour la France insoumise, cette annonce ? Moi, j'ai tendance à penser que la voix d'Emmanuel Macron, elle porte plus d'essayer d'œuvrer pour la paix, parce qu'on ne peut pas regarder cette situation à Gaza et se dire qu'on va rester silencieux, mutique, alors que chaque jour, je le redis, il y a des vies humaines qui se perdent. Est-ce que c'est un génocide, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza ?
Non, je ne crois pas qu'on puisse parler de génocide. Je pense en revanche qu'il y a des crimes de masse. Je pense que la communauté internationale est très alerte sur le sujet. Peut-être qu'en France, on l'est moins. Je pense qu'il y a des violations manifestes du droit international qui sont caractérisées chaque jour. Dont Israël est comptable. Dont Israël est effectivement comptable. L'ONU, qui n'est pas une organisation partisane, rappelle qu'il y a chaque jour des morts, des vies humaines qui se perdent dans des conditions qui sont absolument insupportables. Benjamin Netanyahou doit répondre de ses actes ? En fait, devra. Le sujet est évidemment extrêmement complexe parce qu'on connaît l'attitude du Hamas, on sait que le Hamas en profite pour cacher ses dirigeants, ses cadres, souvent sous des écoles, souvent sous des hôpitaux, et donc il peut y avoir parfois des attaques qui paraissent disproportionnées alors que c'était pas l'intention préalable de l'armée israélienne. Mais moi, ce que je pense, c'est que dans le même temps, Israël ne prend pas aujourd'hui toutes les précautions pour agir pour la protection humanitaire et pour protéger les vies civiles palestiniennes qui comptent autant que les vies israéliennes. Et il faut le répéter. Guilhem Carayon, numéro 2 de l'UDR, parti d'Éric Ciotti, François Bayrou qui va sillonner la France tout l'été pour défendre son plan 43,8 milliards d'économies, pas de vacances pour le Premier ministre, qui veut convaincre. Est-ce qu'il peut encore vous convaincre, vous, à l'UDR ? Moi, je pense qu'il va sur le chemin de la censure parce qu'aujourd'hui, il essaye de mettre un petit pansement sur une jambe en bois, dans le sens où on a aujourd'hui une dette qui est abyssale en France, 3 350 milliards de dettes, une charge de la dette, c'est-à-dire ce qu'on paye de la faute, de la mauvaise gestion budgétaire de nos dirigeants depuis des années, qui est à 60 milliards. Ça va devenir en fait le premier poste de dépense de l'État. On dépensera plus pour la charge de la dette que pour l'éducation de nos enfants. Et dans le même temps, des économies qui sont beaucoup trop petites aujourd'hui. 44 milliards d'économies, c'est un premier effort. Que proposerait l'UDR ? Je rappelle, vous avez 15 députés aujourd'hui à l'Assemblée. Oui, pour moi, pour nous, le premier poste d'économie, c'est d'abord le social. On dépense aujourd'hui beaucoup trop dans le social et il faudrait aujourd'hui recréer un écart entre les revenus du travail, qui ne payent pas assez, le travail ne paye pas assez en France, et les revenus de l'assistance. Pour ça, on crée une allocation sociale unique qui serait aux 2/3 du SMIC. C'est ce que propose François Bayrou d'ailleurs, vous l'avez entendu, une allocation sociale unique. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on propose depuis longtemps. On prêche depuis longtemps un peu dans une forme de désert et on attend qu'elle soit mise en place. Deuxièmement, il y a tout ce qu'on appelle les dépenses toxiques improductives de l'État. Vous savez, toutes ces agences de l'État, ces opérateurs de l'État qui se sont multipliés depuis des années. Il y a un comité national du bruit, je ne sais pas si les auditeurs le savent, qui existe. Il y a le CESE qui est aujourd'hui un placard doré qui sert à recaser les copains déchus du président et du pouvoir. L'Arcom qui devrait défendre la liberté d'expression et qui constitue maintenant presque une entrave à la liberté d'expression. On l'a vu ces derniers mois, notamment pour C8. Tout cela, oui. Donc toutes ces agences de l'État, ces opérateurs de l'État qui deviennent improductifs et toxiques, il faut les supprimer, en tout cas les rationaliser. Et puis troisièmement, il y a une piste d'économie qui est comme une forme d'éléphant au milieu de la pièce et dont le pouvoir ne parle jamais, dont François Bayrou n'a pas parlé, c'est la question de l'immigration. Il y a un rapport avec Éric Ciotti qui a obtenu d'ailleurs une commission d'enquête sur le coût, pour évaluer le coût de l'immigration. Bien sûr, parce que l'immigration aujourd'hui, dans sa forme actuelle, avec 500 000 personnes, c'est-à-dire la ville de Toulouse, qui viennent chaque année sur le territoire national. Pour vous, ça nous coûte de l'argent, l'immigration. Ça pose des questions en termes budgétaires, et c'est même pas ce qu'on pense, c'est ce que l'OCDE dit. 86% des dépenses, les dépenses affectées à l'immigration représentent 86% des recettes qui sont liées à l'immigration. Donc on a aujourd'hui un désordre budgétaire qui est créé à cause de l'immigration. Alors et dans pourquoi faire une commission d'enquête pour connaître le coût de l'immigration si vous le connaissez ? Parce qu'il faut détailler, il faut chiffrer, il faut apporter une démarche peut-être plus scientifique à notre analyse. On nous accuse parfois d'avoir une analyse qui est idéologique. Nous, on veut montrer que tout est factuel et que cette immigration qu'on considère massive et incontrôlée, elle a des conséquences sur la montée du communautarisme dans le pays, sur la montée de l'insécurité, de la délinquance. Quand on voit que dans nos prisons... Début de cette commission pour quand ? Pour début septembre. Début septembre. On a travaillé avec l'UDR. On veut être le parti des idées. Nous, avec Éric Ciotti, on a travaillé sur la question budgétaire, sur la question de nos dépenses qui sont absolument trop importantes dans le pays, sur le début de l'année. Et maintenant, on veut travailler sur le chantier de l'immigration parce qu'on considère que c'est une question qui est prioritaire pour les Français et sur laquelle les dirigeants politiques s'interrogent jamais. L'UDR qui compte 15 députés depuis l'invalidation par le Conseil constitutionnel de l'élection de Brigitte Barège dans le Tarn-et-Garonne. Elle a été déclarée inéligible
éligible. Est-ce que vous savez qui vous présenterez en octobre pour la législative partielle? Déjà, apporter moi mon soutien à titre personnel à Brigitte Barrege, parce que ça a été une excellente députée, une excellente maire de Montauban, et que je crois que cette décision est injuste et fait pas l'objet d'un recours, parce qu'on peut pas contester une décision devant le Conseil constitutionnel. Deux collaborateurs du cabinet de Brigitte Barrege, alors maire de Montauban, qui ont participé à l'organisation de sa campagne électorale. C'est ce que reproche le Conseil constitutionnel. Moi, ce que je peux vous dire, Brigitte Barrege annoncera en temps et en heure son candidat, qui sera un candidat UDR soutenu par le Rassemblement national dans le cadre de notre coalition qu'on a bâtie aux dernières élections législatives. Je peux vous dire qu'il est rugbyman. Je laisse à Brigitte Barrege le soin de préciser son identité dans les prochains jours. Ok, on verra cela. Pas de RN en face, en tout cas sur cette circonscription. S'il y a dissolution à un moment de la part d'Emmanuel Macron, combien de circonscriptions vous aurez dans votre partenariat avec le Rassemblement national? On est actuellement en négociation avec le Rassemblement national. Le but pour nous, c'est d'avoir un peu plus de candidats que la dernière fois. On avait 66 candidats qui s'étaient présentés sous les couleurs LR, RN, aujourd'hui devenus UDR. On a envie d'en avoir un peu plus parce qu'on a envie d'avoir davantage de puissance, de voix, que notre voix qui est un peu singulière, qui est un peu différente aussi celle du RN, soit davantage représentée. La réalité, c'est qu'on est d'accord sur 90% des sujets avec le RN. On a une démarche qui est peut-être un peu plus libérale sur les questions économiques. David Lisnard, je sais pas si vous avez entendu le maire de LR de Cannes qui appelle la droite à s'unir pour la présidentielle de 2027. Vous lui répondez quoi, l'UDR? Moi, j'ai l'amitié et du respect pour David Lisnard, mais la réalité, c'est qu'il exclut... Vous étiez chez les LR auparavant. Et ça a longtemps, et c'est toujours un ami, mais la réalité, c'est que quand on exclut le Rassemblement national de ce qu'il appelle la droite au sens large, alors qu'on y met Gabriel Attal, qu'on y met certaines personnalités du bloc central qu'on a combattu pendant des années, on fait fi de ce que disent les électeurs de droite. Le RN aujourd'hui est à 35% des intentions de vote, notre coalition, quand LR a fait 4% à la dernière élection présidentielle. Donc moi j'appelle les dirigeants de LR qui sont sincères, qui aiment leur pays et qui veulent qu'on le redresse, à nous rejoindre pour qu'on bâtisse ensemble une grande coalition pour les prochaines élections législatives. David Lisnard qui dit par ailleurs que le prochain président, je le cite, devra être punk. Est-ce qu'il est punk, Éric Ciotti? C'est la déclaration de David Lisnard. Je ne sais pas si on a franchement besoin d'un président de la République qui soit punk. Moi je veux un président qui soit efficace. Le diagnostic, en fait, sur les mots français, tout le monde le fait. Et même François Bayrou, qui a longtemps d'ailleurs parlé des questions de désordre budgétaire, aujourd'hui a fait le bon diagnostic. La question, c'est les réponses. La question, c'est est-ce qu'on est capable de se mettre autour de la table et d'apporter, c'est aussi ce que dit David Lisnard dans son interview, les 10 réponses aux principaux mots des Français. Sur le désordre budgétaire, sur le désordre économique industriel, sur le désordre sécuritaire et civilisationnel, sur le désordre éducatif. Sur toutes ces questions-là, moi je pense que la classe politique, parfois, refuse d'affronter les problèmes, repousse à plus tard, et au fond, elle manque de courage. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de Français, de plus en plus, nous font confiance, parce qu'ils voient qu'on a le courage que certains politiques n'ont pas depuis 40 ans. Avant de penser peut-être à la présidentielle de 2027, Éric Ciotti, qui est à Nice en ce moment, qui souhaiterait être candidat, quand est-ce qu'il fera cette annonce pour les municipales? C'est à lui de le préciser. Malheureusement, je pense qu'il le... Ça peut arriver rapidement, en tout cas. Il le dira. En tout cas, il réservera sa réponse aux Niçois. Nice, c'est sa ville. Il en est amoureux et il veut évidemment la représenter parce que il y a énormément de choses à faire et il faut absolument battre Christian Estrosi, qui, je pense, fait beaucoup de mal non seulement à la politique française par ses reniements, par ses hypocrisies, par ses renoncements, et aussi à la ville de Nice parce que sa gestion, notamment budgétaire, est catastrophique. Le face-à-face, en tout cas, a débuté. Revenons sur les propos de Bruno Retailleau, Guilhem Carayon, le ministre de l'Intérieur, qui affirme que le macronisme s'achèvera avec Emmanuel Macron. Est-ce qu'il doit assumer et démissionner du gouvernement, selon vous? C'est la conséquence logique. Je vois mal comment on peut rester ministre d'Emmanuel Macron. On est dans une hypothèse, c'est vrai, un peu particulière, où il n'est pas comptable de tout ce que fait Emmanuel Macron, parce qu'on est dans une forme de cohabitation déguisée. Mais la réalité, c'est qu'il est ministre de François Bayrou, qui n'est pas franchement en radicale rupture avec Emmanuel Macron, et que le président, à moins qu'il démissionne demain, est encore en poste. Donc Bruno Retailleau est comptable d'un bilan qui est celui des dernières années, des derniers mois. Et la réalité, quand on regarde son bilan, en dépit des paroles, de la communication qui va parfois dans le bon sens, très souvent même. La France des héros face à la France des salauds, c'est ce qu'il disait notamment hier. C'est la com, c'est bien joué, mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui sont pas dupes et qui regardent. C'est de la com.
C'est de la com, mais le problème c'est que Bruno Retailleau, il se singularisait d'Emmanuel Macron en disant c'est le président de la com, moi je serai le candidat des actes, je serai le ministre de l'Intérieur des actes. La réalité c'est que pour l'instant on a peu d'actes. En tout cas qu'il est à Beauvau, on verra ça. C'est ce qu'on dit ça de chaque ministre avant qu'il saute 3 mois après. Juste alors, est-ce que c'est à Bruno Retailleau de partir ou à François Bayrou de le faire partir, de le virer? Ça c'est les problématiques du camp central, ça ne nous regarde pas. En revanche, je pense que Bruno Retailleau, s'il veut être cohérent vis-à-vis de ses convictions, de ses valeurs, a intérêt le plus vite possible à partir. Ouais. Dernière question rapide. Ce sera un bon candidat pour l'Union des droites en 2027, Bruno Retailleau, ou pas? Ah non, certainement pas. Moi, je pense que tous ceux qui auront gouverné avec Emmanuel Macron, tous ceux qui seront comptables de sa politique pourront pas représenter les Français, pourront pas porter un projet de rupture pour les Français. On voit bien que là, on est, et en ce sens-là, Bruno Retailleau a raison, on est sur les ruines du macronisme, on est sur la fin d'un cycle, et les Français, on le voit dans les enquêtes d'opinion, en ont marre de cette politique-là. Donc il faudra une rupture claire. Nous, on la prépare avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella et avec Éric Ciotti, et il faut que ce soit une rupture à droite, forte, et qui soit en rupture totale avec la politique d'Emmanuel Macron, effectivement. Guilhem Carion, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, vice-président délégué de l'UDR, numéro 2 derrière Éric Ciotti. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée à vous.